Madame, Monsieur, bonsoir. Le Moyen-Orient au bord de l'abîme, plongeant le monde dans une crise d'une gravité inédite. Dans sa quête annoncée pour éradiquer la menace nucléaire et balistique de l'Iran et après 4 jours de frappes intenses, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a proclamé avoir acquis un contrôle aérien total sur la capitale Téhéran et avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles balistiques iraniens. Il dit que c'est, je cite, la voie vers la victoire. Téhéran déplore pour sa part un bilan tragique de plus de 200 civils tués par les frappes israéliennes et dénonce des attaques sur des structures ou des infrastructures civiles, y compris un hôpital qualifié, selon Téhéran, de crime de guerre. Cette escalade, qualifiée par certains experts de guerre de seuil, met en lumière le danger d'une prolifération nucléaire sans précédent, sapant les mécanismes traditionnels de dissuasion. Si les leaders du G7 réunis au Canada affichent la diplomatie comme une priorité, le ton est plus ferme ailleurs. Poutine et Erdogan appellent à un cessez-le-feu immédiat, tandis que l'Union européenne rejette toute médiation russe. Mais la question centrale est: l'imprévisible Donald Trump s'impliquera-t-il ou impliquera-t-il les États-Unis dans cette guerre contre l'Iran? Autre question tout aussi brûlante. Cette crise est-elle le prélude à un conflit total où la communauté internationale peut encore trouver les leviers pour une désescalade durable? C'est le cœur de notre débat ce soir avec mes invités. D'abord en plateau, l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le professeur d'études stratégiques au Collège de défense, Dr Mohamed Badiliati. Oui, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, il est clair que depuis la nuit de jeudi dernier, Dr Yatiwi, le ciel du Moyen-Orient s'illumine de missiles interchangés entre Téhéran et Tel Aviv. Face au bilan humain contradictoire et aux accusations de crimes de guerre, comment évaluer l'impact d'abord humanitaire et aussi matériel, réel de cette escalade de violence? Écoutez, on a une attaque israélienne qui a commencé, on a eu des réponses de part et d'autre finalement, puisque les Iraniens ont répondu, faisant appel à la doctrine de la nouvelle équation, c'est-à-dire finalement à chaque fois qu'Israël les attaque, ils répondent. Et d'ailleurs, l'inventeur de cette théorie, le général Bakeri, a été tué jeudi soir. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter. D'un point de vue humanitaire, on voit que les populations civiles des principales villes israéliennes sont visées, mais évidemment, Téhéran a été fortement visé, puisque les Israéliens ne sont pas contentés d'attaquer uniquement des sites nucléaires, mais ils ont attaqué la ville de Téhéran, et ça s'est reproduit à plusieurs reprises jusqu'à aujourd'hui même, puisque la télévision d'État iranienne a été attaquée. Donc d'un point de vue humanitaire, les Iraniens parlent de crimes de guerre. Les Israéliens et Benjamin Netanyahou notamment parlent d'une guerre préventive et en droit international on sait que les guerres préventives n'existent pas, donc on voit que nous sommes là face à une reconfiguration du Moyen-Orient qui finalement est assez logique puisque l'on sait que depuis le 7 octobre 2023, Benjamin Netanyahou cherche à chaque fois à pousser son avantage à Gaza, au Liban, en Syrie, face aux Yéménites Houthis, en Irak parfois, et là maintenant on est arrivé en fait à la confrontation, j'ai envie de dire finale, qu'il attend depuis au moins 20 ans, c'est-à-dire détruire les capacités de production nucléaire iranienne, et là on voit qu'il y a même une espèce de fenêtre d'opportunité pour lui pour aller vers un changement de régime, mais les Iraniens sont aussi en train finalement de recréer, on va dire, une forme d'unité nationale face à la menace extérieure. Donc on est rentré dans une véritable guerre cette fois-ci, et c'est un embrasement régional. On en avait déjà parlé dans plusieurs émissions avec vous, ma chère Khadija, et on disait qu'il y avait un risque d'embrasement régional et un risque de guerre. Et ben là, je pense qu'on y est, et on va parler bien évidemment de Donald Trump. Il est l'un de ceux ou l'un des seuls qui a une partie de la solution à ce problème. Exact. Justement, parlons-en avec vous, Calvin Dark, et aussi sur la position assez particulière des États-Unis depuis jeudi soir. Oui, je crois que la position américaine, c'est-à-dire la position de Donald Trump, il y a quelque chose là-dedans pour tout le monde. Si l'opposition veut dire qu'il n'a pas un plan,
il y a des commentaires où il a dit « Ah, je ne savais pas, c'était les négociations, juste après, je ne savais pas. » Mais pour les républicains, non, Donald Trump a dit « Oui, j'ai beaucoup parlé avec Netanyahu, j'ai donné le feu vert. » Pour les négociations, il a dit « Oui, je veux poursuivre avec les négociations. » Mais en même temps, il dit que si Iran frappe, l'Amérique va répondre en premier devant Israël. Alors, Donald Trump, il présente toujours des contradictions pour qu'il puisse dire à la fin, « Ah oui, j'ai dit ça, j'étais sur le côté gagnant. » Et je crois que pour ça, c'est pas clair exactement ce que la Maison-Blanche veut. Je crois aussi, c'est vraiment intéressant, c'est une surprise pour moi, l'opposition aux États-Unis. C'est pas l'opposition des démocrates. Ça, c'est normal et je crois que maintenant, l'opposition des démocrates, c'est pas grand-chose pour Donald Trump. L'opposition, c'est au sein du Parti républicain. Parce qu'il y a des républicains comme Bush, comme Reagan, qui cherchent toujours la solution, c'est la guerre, c'est la solution militaire. Mais Donald Trump, il a gagné les élections parce qu'il a encouragé beaucoup d'Américains qui n'ont pas participé aux élections, parce qu'il a dit pourquoi toutes les dépenses depuis l'époque de George Bush, le fils, pourquoi c'est au Moyen-Orient, pourquoi c'est pas ici, aux États-Unis. Like America First. Oui, c'est ça. Ce que dit Netanyahou, justement, pourquoi il dit qu'il comprend America First, mais qu'il ne comprend pas America Dead. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il menace l'Amérique de mort si l'Amérique n'intervient pas dans ce conflit qui oppose jusqu'à maintenant, officiellement en tout cas, Tel Aviv à Téhéran. Et cet argument-là, c'est pour ça que je dis Netanyahou, il connaît la société américaine. Et maintenant, Trump, il dit la même chose parce qu'il y avait d'opposition, des membres du Congrès. Marjorie Taylor Greene, elle soutient Donald Trump jusqu'à la fin au Congrès. Okay. Et elle a dit qu'elle ne soutient pas du tout, même le soutien militaire pour Israël, parce que c'était le America First, cet argument. Et Donald Trump, il a dit dans une interview, il doit convaincre les America First partis du Parti républicain que si nos alliés, et surtout Israël, s'il y a la menace de nucléaire d'Iran, Amérique ne peut pas être great again ou America First s'il y a cette menace. Alors, il essaie de convaincre cette partie que oui, America First, make America great again, mais après les menaces, parce que ça menace nos alliés, à la fin de l'histoire, ça menace les États-Unis aussi. Ça, c'est le même argument de Netanyahou, et je crois que ça, c'est ce que Netanyahou essaie de convaincre Donald Trump, et maintenant, il essaie de convaincre le parti de MAGA à l'intérieur du parti républicain. Et on attend toujours la réponse de Donald Trump aux appels SOS, j'ai envie de dire entre guillemets, d'Israël pour venir soutenir cette guerre, les soutenir dans cette guerre qui les oppose aux Iraniens. Netanyahou qui s'est dit pas intéressé par la paix. Mohamed Badiliati, oui, prévisible pour le coup. Oui, bien sûr, prévisible, puisque en fait Benjamin Netanyahou est dans une situation difficile sur le plan personnel. Sa majorité tient à deux partis d'extrême droite et il est sont régulières, mis en ballottage par ses alliés, notamment Ben Gvir et Smotrich. Donc, il est dans une situation délicate. Il doit tenir jusqu'aux élections d'octobre 2026. Et en fait, il enchaîne, j'ai envie de dire, des victoires tactiques un peu partout, mais il est dans une sorte d'impasse stratégique. C'est-à-dire que personne ne comprend quel est réellement l'objectif stratégique qu'il cherche. Et il donne raison à Henry Kissinger qui disait très justement qu'Israël n'avait qu'une politique intérieure et pas de politique étrangère. Et en fait, Benjamin Netanyahou le caractérise ou le synthétise merveilleusement, puisqu'on voit que du fait de sa supériorité militaire et du soutien logistique américain, les Israéliens enchaînent les victoires tactiques, mais il y a une impasse stratégique, c'est-à-dire ils cherchent à remodeler quelque part le Moyen-Orient, en tout cas le redessiner à leur convenance. Mais on a vu, et comme mon confrère l'a très bien expliqué, on a des républicains, en tout cas une partie des républicains qui a toujours privilégié l'usage de la force depuis 30 ans, on va dire, et finalement, c'est soldé par de nombreux échecs dans la région, et pas seulement, puisque finalement, les meilleures, ou j'ai envie de dire, les plus belles sorties que l'on ait eues de la part des Américains se sont faites par le biais de négociations. À chaque fois qu'il y a eu l'usage de la force
et la volonté de changer de régime ou bien d'imposer quoi que ce soit par la force, ça s'est très souvent soldé par des échecs et ça a justement permis à Donald Trump de se faire élire une première fois et surtout de se faire réélire il y a quelques mois. Et là, il est face à un tournant puisque si jamais il cède aux appels du pied de Benjamin Netanyahou et que la situation s'envenime, ben, il se remettra finalement, il remettra en question toutes ses promesses et c'est son image qui en sera affectée. Et s'il ne soutient pas Benjamin Netanyahou, là, j'ai envie de dire, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Alors, il ne le soutient pas déjà, je me permets de vous interrompre, Mohamed Badili Yatioui, oui. en mettant son veto sur l'élimination, l'assassinat du chef suprême, Khamenei, Donald Trump a déclaré que non, ça ne devait pas être une cible. Oui. Alors qu'aujourd'hui, Netanyahou déclare que, que si Netanyahou n'était pas prêt pour mener des négociations, il était prêt à finir le conflit tout simplement en tuant le leader suprême, le chef suprême de la République d'Iran. Donc, est-ce qu'il pourra peut-être passer à l'acte, selon vous, malgré le veto ou le feu rouge de Donald Trump? Il pourra le faire. Benjamin Netanyahou est capable de le faire. Il est capable d'outrepasser la ligne rouge fixée par Donald Trump. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si Donald Trump prend ce genre de décision, en tout cas s'il fixe ce genre de ligne rouge, c'est parce qu'il sait aussi que ses alliés du Golfe ne souhaitent pas un effondrement du régime iranien. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays de 90 millions d'habitants, qui a des frontières nombreuses avec des pays qui ont tous un certain nombre de problèmes, j'ai envie de dire, et que ça pourrait déstabiliser encore plus la région d'avoir un effondrement du régime, sachant qu'on ne sait pas quelle suite il y aura si jamais il y a un effondrement du régime. Et de son côté, Khamenei est lui dans une position très particulière puisqu'un ensemble de membres de l'état-major et un ensemble d'hauts gradés ont été éliminés ces derniers mois et ces derniers jours. Plus particulièrement, la question de sa succession continue de se poser. Ibrahim Raisi, qui était le président juste avant, a été assassiné lui aussi. En tout cas, il a disparu dans circonstances assez troubles. Et donc, il y a le fameux accident d'hélicoptère. Et on se souvient qu'il était l'un des successeurs favoris, en tout cas pour lui succéder. Désormais, l'un des favoris pour la succession de Khamenei est son propre fils, ce qui pose d'autres problèmes, puisqu'il ne faut jamais oublier que la République islamique est faite de factions. C'est-à-dire que, bien sûr, l'ayatollah, le mourchid, a une fonction centrale, mais il y a tout un tas de factions qui négocient au fur et à mesure et en permanence. Et là, on est face à un tournant. Est-ce que le régime peut tenir sans Khamenei si jamais Netanyahou décide de l'éliminer? Ça posera beaucoup de questions, notamment à Donald Trump et à ses alliés du Golfe, qui ne souhaitent pas voir ce type de changement de régime qui pourrait, alors là, vraiment avoir des conséquences énormes. Et d'autant plus qu'il ne faut jamais oublier une chose, le programme nucléaire, en tout cas la volonté d'avoir un programme nucléaire chez les Iraniens, est quelque chose qui est transcourant. Ça a commencé avec le Shah, ça a continué avec Khomeini, ça continue avec Khamenei, et je ne suis pas persuadé que si jamais il y avait un changement de régime en Iran, le prochain régime ou la prochaine tendance, j'ai envie de dire, mettrait, en tout cas abattrait le programme nucléaire, puisque ça fait partie du prestige nationaliste iranien d'avoir cette arme nucléaire, et c'est aussi l'un des arguments qui est utilisé par les Iraniens, quelle que soit leur tendance, c'est une volonté de se protéger et d'avoir un parapluie nucléaire pour se protéger contre ce qui se passe actuellement avec les Israéliens. Et c'est aussi un peu cette flexibilité ou cette carotte que les Iraniens posent aussi devant les pays du Golfe pour leur dire que de demander à Donald Trump d'exiger de Netanyahou d'arrêter l'offensive sur leur pays et pour éventuellement reprendre les négociations sur le nucléaire iranien. Calvin Dark, est-ce qu'aujourd'hui, on est face à, selon vous, un risque d'embrasement, surtout que beaucoup de pays se sont rangés du côté de l'Iran, le Pakistan, la Chine, peut-être la Russie, mais d'ailleurs la Russie, est-ce que c'est un double jeu ou un trouble jeu, selon vous? Je crois que c'est évident qu'avec Poutine, Donald Trump, il veut être ami de Poutine. Et je crois que c'est pas parce que Poutine il a des informations sur Donald Trump, c'est pas ça. Donald Trump, il veut toujours être à côté du pouvoir. Il ne va pas de pouvoir de côté Ukraine ou Europe. Alors c'est pour ça qu'avec la Chine et la Russie, je crois que ça va être difficile si Poutine ne respecte pas la loi internationale en Europe,
comment est-ce qu'il peut le faire au Moyen-Orient, mais ce n'est pas important pour Donald Trump. Pour Donald Trump, les relations, ça c'est important. C'est pourquoi l'envoyé spécial, Witkoff, c'est lui, c'est pas le secrétaire d'État, Marco Rubio. Je n'ai pas encore de nouvelles de Marco Rubio depuis quelques jours. Alors, c'est... Communiqué officiel qui a été quand même publié juste après l'offensive de jeudi soir. Marco Rubio a publié. Depuis, on n'entend pas beaucoup parler. Oui, il n'est pas le visage de cet effort. Et je crois aussi la question des alliés. Ça, c'est différent, ça, c'est inédit aux États-Unis parce qu'avec un président républicain, un démocrate avant Donald Trump, c'était clair où se trouvent les États-Unis, côté d'Israël, en coordination avec nos alliés en Europe, mais ce n'est pas sûr maintenant. Et je crois aussi pour cet argument d'intervention des États-Unis, Mike Huckabee, le nouveau ambassadeur américain en Israël, il prépare le terrain pour convaincre les républicains, tous les groupes du Parti républicain vers une intervention américaine, peut-être une intervention longue. Quand il a dit, en Israël, il y a 700 000 Américains, c'est-à-dire les Israéliens avec double nationalité. Pourquoi il a utilisé ce chiffre? Parce que c'est important aux États-Unis, parce que dans nos systèmes, dans la Chambre des représentants, il y a 435 membres. C'est-à-dire maintenant, avec la population des États-Unis, c'est à peu près 700 000 Américains sur les districts, les circonscriptions. Alors, il a dit ça pour communiquer un message aux États-Unis. Si vous ne voulez pas intervention américaine ici en Israël, c'est comme Iran attaque une ville aux États-Unis. C'est la même taille d'un district aux États-Unis. Alors, je crois que le message derrière ça, c'est qu'il faut préparer pour une intervention parce que les républicains ne veulent pas un deal. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui ont les moyens de cette intervention? Oui. Il y a une dette qui arrive à échéance très, très bientôt. Oui, parce qu'aux États-Unis, la carte de crédit, c'est notre slogan national. Ce n'est pas la dette. Et surtout avec Donald Trump, la dette, ce n'est pas important pour Donald Trump. Et malheureusement, aux États-Unis, parfois, il n'y a pas de l'argent pour nos écoles, pour les programmes sociaux, pour les pauvres, mais il y a toujours l'argent pour les armes. Et je crois que pour ça... Là, vous faites allusion aussi au programme Dodge, qui a été de l'efficacité de l'action gouvernementale qui a été pris en charge par un certain Elon Musk, pour une certaine période. Oui, et vous avez vu que quand il a essayé de toucher le budget au Pentagone militaire, ça, c'est la fin du travail de Elon Musk. Mais pour les programmes d'échange, pour les programmes sociaux, ce n'est pas un problème. Alors, les États-Unis, nous pouvons, mais est-ce qu'il nous faut? Je crois que non. Mais je crois que même si Donald Trump a dit il ne faut pas l'assassinat de le Morshid, il ne veut pas ça, mais si Netanyahu le fait, Donald Trump, il n'a pas d'option. Il doit soutenir Netanyahu parce que nous savons... Est-ce qu'il soutient Netanyahu ou soutient Israël? Parce que là, la nuance est importante. Ça vous fait sourire, Colvin. Moi, je fais cette distinction. Les Américains hors de Washington et New York, non. Parce que Netanyahu, il est le visage d'Israël depuis l'époque de Clinton. Alors, même si Donald Trump a dit, j'ai dit non pour l'assassinat, non, si Netanyahu le fait, il sait que l'Iran va répondre. Et s'il y a une menace contre Israël, Donald Trump ne peut pas dire, comme en Ukraine, je laisse ça. Alors, c'est pour ça que même, on dit en anglais, better to ask forgiveness than permission. C'est-à-dire que Netanyahu va le faire parce qu'il sait peut-être un peu de critique de Donald Trump, mais il va, comme Biden, il va soutenir Netanyahu et Israël. Degré de menace, justement, sur Israël, Dr Yatiwi, on parle d'une capacité de missiles déjà prête chez les Iraniens de plus de 2000 missiles, donc balistiques, qui sont jusqu'à ce moment même
tirée vers Israël. Est-ce qu'Israël est prête pour recevoir, pour se défendre avec ce dôme de fer, entre autres, de tous ces missiles? Et comme on l'a vu hier, le port de Haïfa a été touché lourdement, d'autres installations aussi. Tel Aviv est visé, même dans le quartier du ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Donc, est-ce qu'Israël est prête à cette guerre aussi, comme j'ai posé la question pour les États-Unis? Écoutez, c'est difficile pour Israël aussi, puisque le dôme de fer était en fait l'arme des Israéliens pour la défense anti-aérienne pour se protéger. Et on voit qu'en fait, les Iraniens ont décidé de lancer une batterie de missiles, comme vous l'avez très bien dit, ce qui fait que ça rend les choses assez compliquées pour Israël, c'est-à-dire gérer 2000 missiles en même temps, c'est assez complexe. Et on va dire la différence entre l'Iran et Israël, il y en a beaucoup, mais la principale, c'est celle de la superficie. La superficie du territoire israélien est très petite si on compare à l'Iran. Donc c'est beaucoup plus facile pour les Iraniens de viser. Maintenant, ils ont le soutien des États-Unis, ils ont le soutien des Français, des Britanniques qui peuvent, par exemple en Jordanie, notamment les Français qui ont une base, les aider. Et les Britanniques et les Américains peuvent les aider un peu partout pour essayer d'intercepter un certain nombre de missiles. Mais il est évident que si on a une batterie de missiles qui sont envoyés par les Iraniens, ça sera très compliqué pour Israël de tous les arrêter. Donc, surtout que l'Iran annonce préparer la plus large et la plus intense attaque de missiles de l'histoire d'Israël, ou en tout cas sur le sol israélien, bien sûr. Exactement. Maintenant, la question qui va se poser pour les Iraniens, c'est est-ce que les Iraniens peuvent tenir plusieurs semaines? Non, ils peuvent tenir plusieurs jours, alors que les Israéliens peuvent tenir plusieurs semaines. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, docteur Yatiwi? Très important, parce qu'eux disent qu'ils peuvent produire des missiles comme d'autres en Occident produisent des cigarettes. Fin de citation. Non, ça fait partie de la propagande de l'État iranien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les Russes, les Chinois, via le Pakistan, et les Nord-Coréens vont leur fournir assez d'armes et assez de missiles notamment. Si les Chinois, les Nord-Coréens et les Russes, et peut-être même le Pakistan, mais en tout cas les Chinois via le Pakistan le font, il n'y aura pas de problème, ils tiendront plusieurs semaines. Si certains d'entre eux ou si ces gens-là les lâchent, là évidemment ça sera beaucoup plus difficile puisque les capacités de production sont elles-mêmes endommagées en Iran. Donc on voit qu'il y a tout un tas de problèmes qui s'entremêlent pour les Iraniens, et le véritable problème désormais aussi, c'est le problème de la coordination. C'est-à-dire qu'ils ont des élites qui sont bien formées, etc., et qui prennent la relève suite aux assassinats de ces derniers jours, mais va se poser le problème de la coordination et de la prise de décision pour Khamenei, c'est-à-dire qu'il était entouré d'un certain nombre de personnes de confiance, et désormais, on voit que toutes les cartes sont rebattues au sein de l'appareil d'État iranien, et donc le système de gouvernance est lui aussi mis à mal. Donc il n'y a pas uniquement la question du nombre de missiles qu'ils peuvent avoir, il y a aussi la façon de gouverner, la façon de décider, qui a quand même été pas mal ébranlée ces derniers mois, sans parler des derniers jours, mais sur les derniers mois, on voit qu'un certain nombre de hauts gradés iraniens, des gens aussi du renseignement, on voit que l'Iran a un problème fondamental au-delà de missiles, pas missiles, défense antiaérienne ou nucléaire, ou du nucléaire, c'est le problème du renseignement. On voit que l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a démontré qu'il y avait une faille en matière de renseignement. On a vu que là, ça faisait 14 jours que ça se préparait à Téhéran, et que, en fait, finalement, ils ont réussi à viser tous ceux qui étaient regroupés lors d'une réunion, et ceux qui n'étaient pas présents lors de la réunion, ils ont réussi à viser exactement leur chambre à coucher. Donc ça donne quand même un niveau, j'ai envie de dire, de pénétration du système de renseignement iranien qui est assez impressionnant aussi. Donc les Iraniens doivent cacher ça. Du renseignement humain, selon vous, ou technologique? Rapidement, oui. Humain. Il y a un problème, bien sûr. C'est-à-dire que la force du renseignement israélien là-dessus, ça a été d'infiltrer via Mossad, mais via aussi des Iraniens qui travaillent pour le Mossad. Et c'est là, en fait, la grande force. Du coup, maintenant, c'est les exécutions massives depuis que tout cela a commencé, et que l'Iran, aujourd'hui, comment elle réagit, c'est aussi en exécutant ses citoyens. Il y aura des buts et certainement des gens qui seront exécutés et qui ne sont pas vraiment des alliés du Mossad. Ça, exactement, exactement. Dernière question, messieurs. La diplomatie internationale est-elle à la hauteur de l'urgence de cette crise? Calvin. Je crois que le problème, c'est qu'on ne sait pas si la coordination, c'est un objectif des États-Unis. Parce que je suis sûr qu'il y a un plan d'Europe, plan des autres régions du monde, mais
Donald Trump, il va protéger ses intérêts, après ses intérêts, les intérêts des États-Unis. Et s'il y a une opportunité pour collaborer avec nos alliés, il va le faire. Alors, c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement le niveau de coordination de Donald Trump avec le monde. On ne sait pas si le monde est vraiment prêt à faire face à ce challenge. En tout cas, c'est très difficile de voir ce qui va se passer dans les jours, voire dans les heures, voire dans les minutes qui viennent. Tout se passe avec une rapidité vraiment inédite. Nous suivons bien sûr l'évolution des événements pour vous sur Médien TV. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie encore une fois, Claude Dark, de l'avoir enrichi avec vos éclairages. Mes remerciements aussi à Dr Mohamed Badjiliati. Oui, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.